Bonjour, merci d'être venu. Donc, comme vous avez pu le voir, on va parler du trajet du manga, de sa licence à la distribution, bien évidemment sur le marché en France. Alors, la première étape sur toute celle qui va arriver sur le manga, c'est la découverte du titre. On passera ensuite sur ce qui est du domaine de la licence, de l'édition, de la traduction, très légèrement du graphisme, et la distribution, puis la disponibilité en librairie. Alors, la découverte du titre, globalement, pour la plupart des éditeurs, ils reçoivent tous les magazines de prépublication, tout au moins les plus grands, donc chaque semaine ou chaque mois, selon la parution. Le plus célèbre, c'est le Shonen Jump, le Weekly Shonen Jump, mais ils reçoivent évidemment particulièrement ceux avec qui ils travaillent majoritairement. Kurokawa travaille beaucoup avec Square Enix, donc soit essentiellement Gangon. Kaze reçoit tout ce qui est du domaine de Shueisha. Majoritairement aujourd'hui, la découverte du titre se fait par le magazine de prépublication. C'est la première visibilité du titre. Il y a quelques années, on était plus sur le volume relié, le tankobon. Maintenant, bon, c'est vrai que la découverte se fait plus par ce biais-là, autant par les versions numériques que par les versions papier. Le deuxième sur lequel on peut découvrir le titre, c'est le volume relié en lui-même. Alors, pour les grosses séries, comme là on le voit, bon, globalement, on les découvre plus en Danko, on les découvre directement en volume relié, voire même par la hype qui se fait avant, puisque les éditeurs japonais communiquent très en amont sur leur nouvelle licence, sur ce qui va sortir. Bon, mais il arrive encore que pour certains titres un peu mineurs, les éditeurs les découvrent via des voyages au Japon, ou même des fois, c'est assez étrange, mais via des visites en librairie japonaise, comme Jonku, où ils vont découvrir des titres auxquels ils ne pensaient pas, où l'aspect graphique, voire scénaristique, va les intéresser pour la suite de leur collection. Il y a un autre aspect maintenant qu'on a en découverte de titres, c'est la publication sur Internet. Alors, le plus important qu'on ait découvert ces dernières années, c'est Tetsuya Tsutsui, qui donc est un auteur chez Kiun, qui à l'origine n'était pas édité au Japon, son titre Dod's Hunt avait été publié sur Internet en intégralité, et Ahmed Han, donc le responsable de Kiun, l'avait découvert en surfant, puisqu'il avait besoin de licence et que personne ne voulait lui vendre quoi que ce soit. Et il est tombé là-dessus à 3 h du matin, il a contacté l'auteur. Le fait est, c'est que ça a été publié. Assez étrangement, c'était un titre qui aurait très bien fonctionné quoi qu'il arrive en tanko immédiatement. Le fait est, c'est qu'effectivement, il a été publié par la suite par Square, et avec la carrière qu'il a eue, puisque derrière, il a été publié par Square, puis par Shueisha. Deuxième auteur assez marquant ces derniers temps, qui a été issu de l'application Internet, c'est Kazuo Hashimoto, donc, que Glénat a sorti l'année dernière via son titre Kagaster. Lui qui n'était pas une publication Internet entière, même si Glénat l'a découvert sur Internet, puisqu'elle avait publié en dojinshi et elle vendait sur des salons. Donc ça, c'est les deux auteurs marquants qu'on trouve sur Internet, mais aujourd'hui, la plupart des éditeurs, maintenant français, essayent de trouver des nouveaux auteurs sur Internet. Il y a aussi une autre façon de découvrir le titre, c'est le scantrad. Alors ça se fait de moins en moins, mais certains éditeurs ont avoué à une époque en avoir découvert par ce biais-là. On ne dira pas quel titre, mais effectivement c'est une façon de le faire. Si les lecteurs le découvrent, les éditeurs aussi, sachant que la majorité ne parle pas le japonais, ne lit pas le japonais. Ils sont 2 ou 3 d'ensemble des éditeurs français à pouvoir lire le japonais, donc à pouvoir découvrir vraiment entièrement à partir des magazines de prépublication sans avoir besoin d'une traduction supplémentaire. Une fois que le titre a été découvert, donc l'étape ça va être de vouloir essayer d'avoir la licence. Logiquement, c'est de plus en plus rare qu'un éditeur soit seul sur un titre, et là va s'entamer une négociation. Donc en l'occurrence, la licence se fait par l'entremise des agents. On sait ou on ne sait pas que ça se passe comme ça, mais ça se fait quasiment jamais en direct éditeur. Il y a un éditeur qui maintenant le fait, mais globalement on passe par ces deux-là, Total Mori qui est le plus grand et Tohan qui est légèrement en dessous, en tout cas pour les licences qui se passent en France. Donc tout se passe par l'entremise des agents, que ce soit la négociation du contrat, mais même les questions, puisqu'on peut avoir des questions diverses qui sont souvent posées, comme est-ce qu'il y a un animé de prévu ?
logiquement, ça aide à la vente autant au Japon qu'en France. Est-ce que ça marche bien au Japon? Parce que ce qu'on en voit en France n'est pas forcément exactement le reflet de ce qui peut se passer au Japon. On a 2 autres agents qui le sont plus ou moins, puisque ce sont globalement des divisions de grands éditeurs, donc Kodansha qui est évidemment une division de Kodansha, et Viz Media Europe qui est une division essentiellement de Shueisha, bon, même si en réalité ils sont une division de 2 grands éditeurs japonais. En France en Europe et en Amérique du Sud, ils ne font que Shueisha. Donc les négociations se font à peu près régulièrement tous les trimestres ou tous les semestres selon les éditeurs. Les éditeurs français vont remplir des formulaires de demande de licence qui vont reprendre plusieurs éléments. Le premier tirage prévu, puisqu'en réalité sur un contrat on n'est pas sur une notion financière, mais sur un tirage. Finalement, financièrement parlant, c'est les mêmes conditions pour tous. Donc c'est 8% de droits d'auteur, éditeur et auteur, et ça bouge pas. Après, comment l'auteur et comment l'éditeur se répartissent la somme, ça c'est une popote interne japonaise que même les éditeurs français ne connaissent pas, mais globalement on ne parle pas d'argent, on parle de tirage. Donc combien je compte en vendre, donc l'éditeur fait le calcul, combien je vais récupérer dessus. Il y a donc évidemment le prix de vente prévu qui va lui être basé sur des grilles tarifaires. Donc c'est assez simple, hein, globalement ils ont des codes tarifs et dans quelle classe ça va rentrer. Moi je compte le vendre, je suis chez Tonkam, je compte le vendre, c'est un shonen tradi, je vais vendre ça, c'est un titre du Shonen Jump, c'est un TK01, ça vaut 6,99. Voilà, ils ont un barème et donc ils le signifient dans la proposition. Logiquement c'est important puisque le prix de vente final va correspondre au pourcentage reversé. Il y a aussi une étape qui est incluse dans la proposition, donc dans la demande de licence, c'est le plan marketing. Alors s'il y a quelques années le plan marketing avait une importance très minime, aujourd'hui il est primordial pour les Japonais, maintenant qu'ils ont compris que ça permettait une plus grande visibilité française et ça permettait de vendre un peu plus facilement. Donc une offre qui peut être en dessous en termes de vente, donc de propositions chiffrées en termes de tirage prévu, peut être retoquée si à côté il y a un plan marketing plus intéressant. Ça a été le cas pour quelques titres. Le plus marquant, ça aurait été Full Metal Alchemist qui effectivement n'était pas forcément la proposition la plus intéressante, mais qui par contre intéressait Square Enix parce que c'était un titre chez un éditeur qui allait mettre tout le paquet dessus, puisqu'il n'avait pas d'autres gros shonen à son catalogue. On a quelques autres titres comme ça. Après, on a aussi les titres comme les derniers gros hits de Shueisha qui maintenant sont systématiquement donnés à Kaze, puisque filiale de Viz Media. Donc, le contrat se fait entièrement sur le nombre de volumes déterminés et va se faire au maximum sur les volumes reliés déjà sortis au Japon. Donc si on a 10 volumes reliés au Japon, l'offre ne pourra pas être sur la licence en elle-même, elle sera logiquement sur un nombre de volumes sortis. Donc ça peut être les 10 volumes déjà sortis, ça peut être 2-3 volumes en cours, c'est jamais sur l'ensemble d'une série. Donc dans la théorie, une série pourrait en cours changer d'éditeur. Ça se fait pas, c'est pas la politique des Japonais. Et on va faire des avenants à chaque volume qui va sortir et chaque avenant va revoir le tirage en conséquence. Si c'est bien vendu, on va pouvoir revoir la proposition à la hausse. Si ça s'est mal vendu, on le voit avec un titre comme Emblem of Froto chez Kiun, on va doucement baisser le nombre d'exemplaires, sachant qu'Emblem of Froto, quand il a été édité en France, il avait déjà tous ses volumes sortis au Japon. Donc dans la série originale, puisqu'il a des spin-offs, enfin des suites, et l'offre ne comprenait pas l'ensemble des volumes, comprenait une partie de la publication, et ça permet de revoir, et heureusement qu'ils ont revu, puisqu'ils ont vendu un quart de ce qui était espéré. Donc c'est quand même pas exactement ce qui était prévu à l'origine, donc ils baissent doucement, pour pas froisser les Japonais. On a d'autres exemples qui sont assez marquants comme ça, un titre récemment chez Tonkam, qui s'est tellement mal vendu que... Absolument à Kaiju, que l'auteur ne voulait plus que les volumes paraissent en France, donc bloquait les avenants au contrat. Sachant qu'il ne restait plus qu'un tome sur la première saison, ils ont réussi à débloquer, mais a priori il n'y aura pas la suite, parce que l'auteur considère que les ventes sont trop ridicules pour son standing. Voilà. Ce qu'il y a aussi d'important sur la licence, c'est que l'ayant droit, donc l'éditeur et son responsable international, vérifie 2 choses importantes sur l'édition française, c'est la couverture. Donc faut
faut qu'elle leur aille. Ils valident pas les logos, mais en fait finalement le logo sera validé sur la couverture du tome 1. Faut que ce soit placé d'une certaine façon, faut qu'il n'y ait pas de faute dans le nom des auteurs, c'est logique, mais c'est déjà arrivé. Voilà, faut que ça leur convienne. En réalité, ils voient pas toute la couverture, ils voient essentiellement juste la face avant. Et la page de crédit. La page de crédit qui est très importante pour les Japonais, donc elle doit être absolument parfaite et correspondre à ce que les Japonais ont fixé. Il arrive encore aujourd'hui qu'il y ait des erreurs. L'édition. Alors l'édition, on sait que le premier contact qu'a le lecteur, quel qu'il soit passionné ou qu'il soit juste petit lecteur, c'est la couverture. Donc c'est un élément qui est primordial. Alors le choix le plus simple finalement, c'est de reprendre la couverture japonaise et puis de la transcrire simplement. C'est le cas là, de Minuscule qui est paru chez Komiku. Ils ont juste changé le nom du titre puisque le titre c'est le nom des deux héroïnes. Ils l'ont transcrit par Minuscule, effectivement, qui est plus facile de vendre qu'Akume et Mikochi. Mais voilà, la couverture est strictement similaire, ça fonctionne bien. Après, on a, on a un autre exemple, la reprise de couverture japonaise. Je vais vous montrer une série de couvertures et puis je vous en reparlerai après. Voilà, donc c'est les 7 premières couvertures d'un manga, donc japonaises, mais en français elles sont strictement similaires. En l'occurrence, ce manga, c'est Moyashimon, qui est paru chez Glénat. Alors, si vous avez regardé un petit peu, à moins de connaître, c'est difficile de savoir que c'est le même titre. Les couvertures sont quasiment toutes différentes les unes des autres. Elles n'ont aucune unicité graphique, en dehors du logo, qui est assez limité. Et c'est vraiment pas facile à vendre. D'ailleurs, on va remontrer 3 de ces couvertures. Donc on voit que la couverture du tome 3, la couverture du tome 2, la couverture du tome 7, ça n'a juste rien à voir. On a une couverture, en fait la couverture du tome 2 c'est un crayonné, la couverture du tome 3 c'est un dessin fait à la va-vite, et la couverture du tome 7 c'est tout l'art de l'artiste. Donc c'est assez compliqué, d'ailleurs le titre s'en ressent puisque en France il ne se vend pas. Donc on voit un peu toute l'importance de la couverture en elle-même. Autre exemple dans la même veine, c'est Alice in Borderland chez Delcourt. Donc qui a repris strictement les couvertures japonaises, alors qui est un titre exceptionnel comme Moyashimon, mais qui ne se vend pas non plus. Les couvertures sont sans doute un peu trop arrêt essai, difficilement compréhensibles, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, et voilà. Donc ça prouve une chose, c'est qu'il n'est pas toujours intéressant de suivre ce que les Japonais ont fait. Eux, ils sont capables de vendre un manga avec un simple logo sur la couverture et une couverture blanche. C'est pas nécessairement notre cas. Et Delcourt ou Glénat sont pas des professionnels de la communication, malgré le poids de Glénat, et ça se vend pas forcément tout seul. Le contre-exemple, on l'a avec Silver Spoon, qui est paru chez Kurokawa. Donc en l'occurrence, ça c'est la couverture du tome 1 japonais, donc qui est bien, qui est très sympathique, mais qui pour l'éditeur français était pas très lisible. Ils avaient peur qu'on considère qu'ils essayent de vendre un manga avec une vache. Effectivement, vu comme ça, c'est compliqué. On peut mettre une vache sur un tome 10 quand on a déjà commencé à vendre, mais le tome 1 est primordial. Globalement, si un manga se gamelle au tome 1, quasiment aucune chance qu'il survive par la suite. Et l'éditeur en lui-même, si vous connaissez déjà, voilà, la couverture qui a été choisie, c'était celle-ci, donc une illustration. Ça permettait d'être un peu plus dans la thématique générale, c'est-à-dire des élèves dans une école d'agriculture. Voilà. Par la suite, ils ont continué à avoir les bonnes couvertures qui, contrairement à celle-ci, sont à un fond nettement plus blanc. Mais bon, une fois qu'on a bien vendu le tome 1, même si ça ne va pas augurer de la suite, pour autant, ça aide bien. On voit bien qu'avec Moyashimon, la vente du tome 1 a gamellé le reste des titres. C'est pareil pour Alice in Borderland, malgré les qualités du titre. Et on a d'autres exemples comme ça. Autre exemple pris chez Soleil Manga. Donc là, on a les 2 premiers tomes de Prison School, donc le tome 1 à gauche et le tome 2 à droite, et ils ont eu le parti pris, qui pour moi me paraît très intelligent, de substituer. C'est-à-dire qu'effectivement, un type de dos légèrement apeuré, c'est pas très vendeur. Donc soyons honnêtes, une femme plantureuse, dominatrice sadomaso, ça fonctionne un poil mieux. Et en plus, ça correspond au contenu du titre. Voilà. Donc, par contre, après, ils ont mis le tome 2 et la suite sera les couvertures japonaises normales. Ouais, après, on va suivre la normalité de la couverture japonaise. Absolument. Autre exemple, toujours chez Soleil, Cage of Eden. Alors ça, c'est les couvertures japonaises. Donc les couvertures japonaises, ont le fond dessiné
légèrement tronqué, un fond blanc, et voilà, le choix de Soleil, c'était de dire que c'est un peu plus violent que ça, c'est fond noir, c'est des griffures, un logo qui pète, et le fond qui est nettement plus visible. Voilà, là ça fait vraiment survival manga, effectivement c'est ce que c'est. Donc un bon exemple de ce que les éditeurs français peuvent faire de plus intelligent pour montrer l'intérieur du manga à l'extérieur. Ouais, et puis si vous remarquez bien, en fait, elles sont assez plates, les couvertures japonaises. Et sur l'édition française, en fait, il y a un vernis sélectif qui fait que ça fait ressortir les palmiers et les petits dinosaures qui sont planqués. Il y a un vrai gros travail de fond. Ah, il y a un vrai travail graphique qui a été fait dessus. Voilà, d'ailleurs, au niveau du graphisme, il y aura une conférence sur le graphisme faite par deux personnes dont on a montré les travaux là, juste après nous. La suite, c'est la traduction et adaptation. La traduction et adaptation, finalement, éditeur par éditeur, les choix sont assez radicalement différents. On va avoir diverses écoles. Finalement, la question se pose toujours, c'est quoi bien traduire, c'est quoi bien adapter. Chacun a sa façon de faire. Kurokawa est dans l'adaptation, on va dire, intense. Donc les blagues doivent être traduites, donc adaptées à notre connaissance. Donc si on parle d'un présentateur de télévision, il faut que ce soit un présentateur de télévision français. Si possible dans la culture générale, communément acceptée. Si on fait une blague, faudra qu'on essaie de la transcrire pour avoir le même impact. Le directeur de Kurokawa expliquait que sur Jésus et Bouddha, l'auteur avait demandé à valider les traductions, donc il avait fallu les traduire en français et les retraduire en japonais pour qu'elle voie si ça correspondait au ton du manga, qu'elle considérait difficilement traduisible, ce qui est assez vrai puisque c'est beaucoup de culture télévisuelle, de culture globale. C'est de la vie de tous les jours, mais c'est de la vie japonaise, c'est pas de la vie française. Effectivement, Jésus et Bouddha, c'est un très très gros travail d'adaptation qu'on va retrouver moins dans des titres aussi chez Kurokawa comme Genshiken, où là on est plus dans une culture otaku. Donc on se permet de mettre des choses moins culture générale. Pareil sur GTO, chez Pika, qui est un titre assez compliqué dans le sens où c'est que des choses qui rappellent à la culture pop du moment. Donc si vous relisez GTO aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'on parle de films comme Ring, qui ont quand même un certain âge. On parle pas d'AKB 48, on parle des Morning Musume, on parle de Speed, voilà, on parle d'artistes qui ont un certain âge maintenant, parce que le titre était très ancré dans son temps. Et tout ça, ça demande à savoir, est-ce qu'on doit le traduire pour un public otak ou pour un public pour le grand public. Alors assez bizarrement, GTO s'est bien vendu de façon globale, donc même au grand public, avec des références très pointues. Après, on a d'autres choix. Komiku dernièrement a sorti Sakamichi avec des choses pas du tout adaptées, donc des transcriptions directes japonais-français, et c'est beaucoup plus compliqué parce que ça demande des renvois, et quand on fait une blague, le renvoi fonctionne nettement moins bien. D'ailleurs, j'en profite pour vous renvoyer à notre numéro 16, puisqu'on a fait un dossier sur la traduction et adaptation, avec donc évidemment traducteurs et adaptateurs qui en parleront évidemment nettement mieux que moi. Étape suivante, alors voilà, là on est dans l'impression même. Avant de lancer en impression, le manga il va passer par des vérifications, et là ce qu'on a en face de nous, c'est ce qu'on appelle un chromalin. Donc c'est une planche imprimée sans le vernis, donc qu'il soit sélectif ou non. Alors le vernis sélectif, pour ceux qui ne savent pas, c'est un vernis qui va juste reprendre une partie, donc on va faire un calque supplémentaire, on va dire en fait on va coller cette partie-là qui va être brillante uniquement sur des parties. Ça peut être un logo, un personnage qu'on veut mettre en avant, ou on a le vernis habituel, donc qui est un vernis total, qui peut être mat ou brillant. Alors, on a très peu de mat sur le manga, puisque le mat on ne fait pas ressortir les couleurs. Le brillant, c'est une chose qui est plus communément acceptée. Donc en l'occurrence, le chromalin, c'est une impression de la couverture sans ce vernis, donc qui va juste permettre de voir si la colorimétrie fonctionne, si les calques sont bons, parce que ça arrive. Là on a au bout à droite un calque de texte, donc souvent la couverture est faite en partie sur Photoshop, et pour ce qui est des éléments de texte sur InDesign, donc qui est l'élément de production texte habituel de la profession. Et c'est arrivé récemment pour Kurokawa, donc pas sur ce titre-là, mais sur un titre qui paraîtra d'ici 2-3 mois, où effectivement un de ces cadres de texte résumés a été mal imprimé par l'imprimeur, et la machine a pris en compte
le cadre. Donc un cadre qui est censé être totalement invisible, qui signifie juste que le texte colle ici, bah, il l'a imprimé, et ça arrive. Donc le chroma-malin, ça permet de voir ça, de dire non, ça va pas, ou éventuellement d'ailleurs de dire, ah bah non, en fait, mon numéro de tome, il est mal placé, donc ça, je vais le déplacer. Le chroma-malin ne sert pas à la validation des Japonais. Les Japonais, à cette étape-là, ont déjà validé la couverture. Ça, c'est purement de l'impression, c'est vraiment les dernières choses qui vont se passer avant qu'on dise bon à tirer. Finalement, oui, c'est ça, c'est un bon à tirer. Ça porte pas le nom, mais c'en est un. Voilà, donc ça c'est toute une série de chroma-malins qui étaient de la même période que la couverture qu'on a vue. Donc on voit que voilà, il y a toutes les couvertures, il y a les codes couleurs concernés qui permettent de voir si ça représente bien ce que c'est, sachant que l'impression et le visu sur ordinateur n'est jamais similaire. Quand on voit deux images fournies par un éditeur qui sont donc soit la version web ou la version print est toujours nettement plus claire. Il y a même des détails qu'on ne voit pas parce que l'impression ne fonctionne pas du tout de la même façon. Sur un écran, le print va être assez moche et on a du mal à savoir ce que c'est. Donc il faut vraiment avoir un bon œil et une bonne connaissance du rendu pour pouvoir le faire. Et, le chroma-malin permet de vérifier ce genre de choses, de dire effectivement là je ne me suis pas trompé. L'autre vérification, donc c'est la vérification des cahiers intérieurs. Donc les cahiers intérieurs, c'est important pour deux raisons principales. Donc une qui est assez simple, c'est le problème de bulles décalées. Donc on a un exemple là de chez Kazé, il n'y a pas de bulles décalées, mais Kazé est un expert ces derniers temps de bulles décalées. Ouais, Hokuto no Ken de luxe. Donc voilà, donc eux c'est important qu'ils vérifient. Voilà, donc c'est la validation. Après il peut toujours y avoir d'autres problèmes derrière, le calibrage peut être refait derrière et ça peut ne pas fonctionner. L'autre partie importante et qui est presque plus importante finalement pour nous lecteurs, c'est ce qu'on appelle le moirage. Alors le moirage, les gens ne savent pas forcément ce que c'est cet effet-là. Donc, où on voit des espèces de lignes, c'est assez crado, et ça le fait sur les trames japonaises. Et ça le fait beaucoup, en fait. On le voit beaucoup à la télévision quand les caméras filment donc ce genre de choses, des lignes ou des écrans cathodiques. Donc ça fait cette espèce d'effet assez sale. Et dans le manga, on en avait beaucoup au début de la production parce que c'est très très difficile à faire passer. Ça demande vraiment des centaines et des centaines de tests. Ki-hoon en parle beaucoup puisque eux n'avaient aucune connaissance quand ils ont commencé de l'édition. C'était pas leur métier. C'était des traducteurs l'un comme l'autre. Bon, voilà, pour arriver à trouver le bon niveau de, je dirais pas d'encodage, mais de scan et de transcription pour le faire, c'est très compliqué. Voilà, donc en règle générale, pour les trames, ils travaillent en bitmap, donc qui est le format d'image le plus lourd, mais qui permet d'avoir le rendu le plus honnête sur les trames. Malheureusement, ces réglages vont pas forcément aussi bien pour les lignes des personnages, donc c'est vraiment un subtil équilibre entre le bon rendu des trames d'origine et le rendu des personnages. Donc ça demande souvent un gros travail et les équipes qui vont s'occuper de faire ça souffrent pas mal parce qu'ils reçoivent des fichiers numériques aujourd'hui alors qu'avant c'était des choses à scanner. Malheureusement, le calibrage des machines japonaises et le calibrage des machines françaises n'a juste rien à voir. D'ailleurs les codes couleurs, les couleurs utilisées au Japon et en France ne sont pas les mêmes. Donc on n'utilise pas du tout la même gamme de... Nous en France comme aux États-Unis on utilise une gamme américaine, la gamme Pantone qui a une large palette et le CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Et eux utilisent en fait un autre code couleur qui est purement japonais. Et des fois la transcription, notamment pour les couvertures, est compliquée, mais même pour le noir. Donc voilà, ça demande des calibrages, ça demande des vérifications. Là c'est le cas. C'est une vérification des impressions avant de demander l'impression des feuillets. L'impression. Donc là on parlait tout à l'heure du vernis sélectif. Donc là, c'est le vernis sélectif d'un tome de chocolat et vanilla. Donc on voit, c'est pas un vernis entier, c'est vraiment, sur la couverture, il y aura un premier vernis mat qui aura été appliqué pour figer la couleur, et on va rajouter un vernis sélectif plus important. En fait, c'est une espèce d'autocollant qui va être collé à chaud et qui va permettre de mettre en avant donc des personnages et des liserés, et ça permet d'avoir un rendu chatoyant même au toucher. Ça, c'est la vérification des bonnes couleurs du tome 1 de Jésus et Bouddha. L'éditeur avait tellement peur que ça rate et que l'auteur
ne soient pas satisfaits du résultat, qui sont allés eux-mêmes vérifier en usine, voir si c'était bien. Donc avec, sur le côté, on a le petit guide couleur, c'est justement un des guides couleur Pantone, le Formula Guide, qui permet d'avoir ça, c'est vraiment le rendu exact de la couleur. Donc si on met un code couleur Pantone à tel endroit qui correspond à ça, au rendu impression, ce sera ça. Donc la machine, elle est capable de l'interpréter, et donc là, il vérifie que c'est bien, ça correspond bien à ce qui avait été demandé au niveau de la création. Ça, c'est l'impression des cahiers. Donc l'impression du cahier de 16 pages, donc intérieur d'un manga. Donc on imprime séparément chaque cahier. Donc on va sortir toute une série du même cahier, donc le nombre prévu, les autres, et après tout le boulot, ça va être de refaire l'assemblage ensemble, souvent par un tissage des pages, et après un collage sur dos carré collé. Ça, c'est une vérification. Alors, normalement, ils ne le font pas. Mais comme ils étaient allés cette fois-là voir les tomes des Jésus et Bouddha, ils en ont profité pour aller voir l'impression et les ratés d'impression des hippos. Donc là, il y avait une page qui était un peu en décalé. Donc ça permet de voir le rendu qui sort. Voilà, c'est ça qui sort. Et après, c'est découpé pour être mis exactement à niveau. Suite à l'impression. Donc, oui, il y a une chose que j'ai pas dit, par contre, j'ai oublié. On va revenir en arrière. Reviens là, toi. Voilà. Je parlais du cahier de 16 pages. Alors ça, c'est une spécificité française. Les Japonais n'ont pas ce problème-là, mais nous, en France, aucun imprimeur n'est capable d'imprimer un cahier inférieur à 16 pages. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de pages dans un volume, il faudra que ce soit un multiple de 16. Quoi qu'il arrive. Donc, ce qui arrive, c'est que dans les mangas que vous avez, vous avez des pages blanches souvent à la fin. Donc, on peut trouver des fois des dessins qui sont des dessins noir et blanc du tome prévu. C'est plus facile que de demander des illustrations, mais c'est pas accepté par tous les éditeurs, et de moins en moins. Avant, Shueisha était très permissif de ce côté-là. Tonkam s'est donné à cœur joie pour mettre un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, ils veulent plus trop. Parce qu'en plus, ça demande souvent des détourages, et les Japonais n'aiment pas qu'on retravaille les planches. Donc, on touche plus, et donc de plus en plus souvent, maintenant, on a des pages blanches ou des publicités. Mais des publicités qui sont faites uniquement d'une certaine manière. Un éditeur ne pourra pas mettre n'importe quoi à la place. Il ne peut mettre que des titres du même groupe. Donc s'il imprime un titre du Weekly Shonen Jump, n'importe quoi comme pub, que ce soit publié ou plus publié chez lui, donc qu'il ait encore les tomes en stock ou pas, de titres du Grand Jump, du Weekly Shonen Jump, du Square Jump pourra être mis. Par contre, s'il fait du Square à côté, on ne pourra pas mettre un titre du Gangan. Et c'est pareil à l'opposé. Donc si un éditeur n'a que 2 titres d'un seul et même éditeur japonais, il pourra mettre que 2 pubs à la fin et avoir beaucoup de pages blanches. Ce qui, des fois, on a l'impression de ne pas en avoir pour son argent, mais c'est malheureusement les multiples de 16, et il arrive souvent chez les Japonais qui, eux, n'ont pas ce problème-là, puisque impriment à la page. Personne n'est capable de dire comment ils font. Ça serait peut-être intéressant d'aller voir comment ils impriment, parce que ça permettrait d'en savoir un peu plus. Voilà, eux n'ont pas ce type de problème, donc peuvent se permettre des fois d'avoir des multiples de 16 plus 16 plus 16 plus 16 plus 1. Donc d'avoir 15 pages blanches derrière pour nous. La communication. Alors, c'est un élément qui est assez prépondérant pour la vente d'un manga, puisque finalement, je paraphraserai certains éditeurs qui disent qu'effectivement la qualité ne fait pas nécessairement vendre. Et c'est malheureusement trop vrai. Ça ne fait pas vendre du tout même, parce qu'on a d'excellents titres qui ne sont pas vendus et de titres moyens qui se vendent excellemment bien et sans forcément qu'on soit capable de comprendre, même des fois à contrario de ce que vendent les Japonais. On a des titres qui se vendent très bien en France et qui, rapport au marché, les Japonais comprennent absolument pas que rapport au marché, pour eux, ce serait pas du tout la 3e vente française, 3e vente japonaise, et nous, c'est notre 3e vente. Donc ils ont du mal à le comprendre. La communication. Donc le premier élément d'une communication, c'est souvent des affiches. Donc là, en l'occurrence, Kurokawa qui fait eux font beaucoup d'affichage. Ça, c'est des affichages qui sont utilisés pour la rue. Alors vous devez en faire des fois dans la rue ou dans les kiosques. Eux font très peu de grands affichages, font beaucoup de petits affichages. Donc c'est pas du A3, mais c'est à peu près, c'est un A3 doublé. Et on le retrouve pas mal. C'est pas affiché très longtemps en règle générale. D'autres éditeurs en font aussi comme ça. Et ça leur sert aussi en communication sur le web pour annoncer les licences. Kazé font pas beaucoup d'affichage, mais font beaucoup de pubs dans les magazines. Donc ça, c'est des publicités pour les publications comme Animeland ou Coyote. Ça, ils font beaucoup. C'est 2 écoles différentes. Kurokawa en fait pas beaucoup finalement des pubs dans les magazines. Axe plus sur le web et sur les visibilités grand public plutôt que sur les publications de niche. On trouve aussi pas mal de pubs dans les magazines un peu généralistes ou les magazines qui vont s'adresser à une cible. À une époque, les éditeurs
faisait beaucoup de publicité dans les magazines type R qui sont donnés dans le McDonald's. Donc il y a 2 éditions, R pour adultes et R pour enfants, et ça fonctionnait très bien, ça leur a permis de vendre pas mal de titres, jusqu'au moment où tous les éditeurs se sont rendus compte que Tonkam le faisait, donc ils l'ont tous fait, et bon, bah maintenant ça fonctionne plus des masses, il n'y a plus assez de créneaux de toute façon. Après, d'autres titres comme Jésus et Bouddha ou des titres comme Les Misérables vont pouvoir trouver leur place dans des magazines différents, voire des magazines historiques. Space Brothers chez Pika peut aussi se retrouver dans des magazines spécialisés espace. Voilà, ça c'est des choses, genre de choses qu'on fait. Bon, pour Space Brothers, ça ne les a pas forcément aidé puisque les ventes ne sont pas au rendez-vous. Mais pour d'autres titres comme Cesare chez Kiun, le fait d'être apparu dans des magazines comme Historia, bah, ça les a vachement aidés à vendre le titre à un public qui est différent. De la même façon, pouvoir communiquer dans des revues de bande dessinée généralistes, ça peut permettre de vendre des titres comme la collection Latitude chez Kiun, qui s'adresse plus à un public bande dessinée tradit. La publicité aussi, bah, finalement, je le mets en 3e, mais c'est presque plus important pour les éditeurs aujourd'hui, c'est la communication sur le web. C'est la première étape pour tous les éditeurs. Il n'y a pas un éditeur qui pense une communication sans penser web et sans penser aux 2 gros que sont Manga News et Manga Sanctuary. C'est vraiment un élément qui est primordial. C'est tellement primordial que les Japonais, quand ils ont des propositions de licence qui ne reprennent pas une publication sur l'un des 2, eux-mêmes vont, alors c'est rare, mais vont demander à l'éditeur pourquoi il n'y aura pas d'affichage Manga News, pourquoi il n'y aura pas d'affichage Manga Sanctuary. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de le voir sur toutes les propositions, c'est la base. C'est en gros, on demande le titre, on sait qu'on fera de la publicité. Alors, on peut faire plusieurs choses. On peut faire de la publicité magazine, on peut faire de la publicité web, on peut faire de la publicité d'affichage, mais tout ça, c'est toujours géré par rapport à un pourcentage des ventes prévues. Donc, le nombre de volumes qu'on a prévu, donc qu'on a demandé à l'éditeur japonais, qu'on a inscrit dans la proposition, qui a été acceptée, donc cette proposition financière, on prend un pourcentage qui est différent d'un éditeur à l'autre, et ce pourcentage-là va correspondre aux moyens qu'on va mettre dans la communication. Donc bah, si on ne compte pas en vendre beaucoup, quand on fait une proposition à 2000 exemplaires, forcément la publicité va être très limitée. Quand on part sur 20 000 exemplaires, comme certains shonen qui ont été proposés récemment, bon, bah, la communication est plus importante, même si finalement, c'est pas forcément une réponse absolue, puisque Emblem of Roto, qui était un titre qui avait été proposé à 20 000 exemplaires à l'origine, a eu une communication qui allait bien au-delà, puisqu'on a eu une communication multi-support, cinéma, ce qui est très rare. On a eu des communications, donc évidemment web, dans les magazines, et on a eu un site web dédié où il y avait un concours avec un voyage au Japon à gagner. Donc tout ça, c'était des coûts qui étaient assez pharaoniques, même pour 20 000 exemplaires. Bon, ils n'en ont pas vendu 20 000, donc les coûts sont encore plus pharaoniques, sans compter qu'ils ont fait venir l'auteur. Mais bon, voilà, c'est un des exemples. Après, il y a des contre-exemples où l'éditeur s'attend à en vendre peu. Ça a été le cas des titres comme Magical Girl of the End ou Orange chez Akata, où l'éditeur était assez frileux en nombre d'exemplaires. Et en fait, pour Orange, on est au 3e retirage, et pour Magical Girl, c'est 3e ou 4e. Donc c'est que voilà, ça correspondait à finalement un plus grand lectorat. De toute façon, il est très compliqué aujourd'hui de bien chiffrer les ventes, parce qu'il y a des titres qui vont se vendre et d'autres qui vont absolument pas se vendre. On a un exemple assez frappant chez Kiun récemment, Dimension W de Yuji Iwahara, qui est une très bonne vente, puisqu'on atteint tranquillement les 7000 exemplaires, alors que les titres précédents de Yuji Iwahara, notamment le Roi des Ronces, a été un four complet chez Soleil. D'ailleurs, aucun tome n'est disponible, et je ne parle pas des titres qui sont encore en stock chez Delcourt, mais qui ne se sont pas vendus pour autant. Donc voilà, c'est pas... tout n'est pas absolu. Après, des auteurs qui vendent quoi qu'il n'arrive pas, Kiun en a aussi. Ils ont beau sortir plusieurs titres, bon, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et puis il y a des titres qui seront... qui n'ont pas forcément un potentiel énorme, mais qui se révèlent être de très très bonnes surprises, même pour l'éditeur et même pour l'éditeur japonais. Alors, une particularité de Kiun en termes de communication, c'est un des rares, voire le seul, à faire de la communication par grands affichages, comme ça dans le métro. Vous en avez peut-être vu quand vous preniez le métro, le RER. C'est assez particulier, parce que c'est le seul à le faire, ça coûte très cher. C'est pas facile, et puis on ne sait pas forcément qui on touche, parce que là c'est vraiment très grand public, mais ça fonctionne, puisqu'ils ont fait sur plein de titres, et ça a bien marché. Même si dernièrement ils n'en ont pas fait. Donc sur le dernier titre, là en l'occurrence on avait Prophétie, il l'avait fait, le titre avait bien fonctionné, mais à ma connaissance, sur le dernier titre, Poison City, il n'a pas eu l'occasion d'avoir ce type de communication. Maintenant, il faut aussi se dire que Prophétie est en 3 tomes, donc il y a une plus longue durée pour rentabiliser. Poison City est sur 2, donc c'est peut-être plus compliqué aussi, vu le coût que demande Metrobus pour cet affichage-là. Donc voilà,
chez Kiwoom particulièrement, le montant qui va être alloué à la communication n'est pas forcément en pourcentage, il va vraiment être par rapport à ce qu'ils espèrent du titre. Sinon, ils auraient mis 0 dans Barakamon, 0 dans Manchu, parce qu'ils savaient qu'ils n'en vendraient pas, et ils en ont quand même mis. Bon, voilà, c'est pas forcément toujours vrai, particulièrement chez les grands éditeurs comme Kurokawa. Tout ce qui est adossé à un grand groupe, finalement, comme il y a tout le plan marketing, tout le plan financier est fait avec les financiers, donc ça va être des contrôleurs de gestion. Ça va être éventuellement des marketeurs chez Kurokawa, parce que c'est les marketing d'Univers Poche qui s'en occupent. Voilà, donc c'est toutes ces personnes-là qui vont dire non, attendez, là le potentiel il est quand même pas exactement là, donc on freine des cas de fer, c'est un tel pourcentage, ce sera pas plus. Kiwoom, qui étant un éditeur indépendant, peut se permettre plus de choses. À l'époque, Pika pouvait se permettre un peu plus. Maintenant qu'ils sont adossés à Hachette, c'est plus compliqué. Pareil pour Kana, qui est du groupe Média Participation, qui pareil, voilà. Dès qu'on a un grand groupe, finalement, les moyens financiers sont plus importants, mais c'est beaucoup plus rigide. C'est vraiment, voilà, on n'est pas sûr, donc on met pas. Et on se retrouve d'ailleurs chez Kana avec des titres qui ont vraiment pas d'aide et qui sont des fours complets. Alors ils ont vraiment, eux, c'est le grand écart. Ils ont un Naruto qui vend de façon exponentielle, et puis il va y avoir des Jiro Taniguchi qui ne se vendent pas, ils vont avoir des Inu Asano qui vendent à 5000 exemplaires, tout titre confondu sur un an. Donc voilà, et c'est aussi des titres qui n'ont pas eu... Naruto n'a pas besoin d'aide, par contre des titres comme Bonu Pun Pun, on en a un peu plus besoin. Et bon, c'est assez dommage parce que y a des titres, même que sa volonté soit faite, qui est un titre qui pourra trouver son public, le trouve pas parce qu'il n'y a pas de communication, parce qu'il n'y a pas de potentiel, et que comme ça ne vend pas, on ne remet pas d'argent. C'est assez paradoxal parce que finalement, une boîte comme Danone, quand elle va avoir un yaourt qui ne se vend pas, elle va remettre de l'argent au pot pour faire une publicité. Pour relancer les ventes, ça fonctionne. Dans le manga, si on vend, on peut mettre de l'argent. Si on ne vend pas, on ne met pas d'argent. Donc l'argent amène l'argent, mais si ça ne fonctionne pas, il n'y aura pas de suite. C'est assez triste et ça empêche de nouveaux auteurs, des auteurs de revenir avec d'autres titres si l'éditeur ne peut pas le sortir parce que les ventes précédentes n'étaient pas suffisantes. Le plan marketing. Alors dans le marketing, on a une chose qui est très importante en dehors de la communication, vous devez le voir, c'est ce qu'on appelle les primes. Donc c'est les petits cadeaux que font les éditeurs selon les achats. Alors le plus gros qui en fait, c'est Kurokawa. Kurokawa, c'est l'expert de la prime, il a fait à peu près tout ce qui pouvait exister. On a aussi Kaze. Alors Kaze qui est célèbre avec sa boîte à bento et qui avait fait des bouteilles labellisées sur des salons. Alors, il faut se rendre compte que pour un éditeur comme Kaze, c'est encore plus difficile que pour les autres parce que c'est une filiale de Shueisha. Donc là, en l'occurrence, c'est Double Exorcist tous les deux. Donc c'est du Square Jump, c'est le grand groupe Shueisha. Ils sont une filiale de Shueisha, donc ils ont le droit à avoir plus de facilité pour utiliser des visuels, mais on n'utilise pas des visuels comme ça facilement, d'autant plus que les Japonais ne sont pas des adeptes du gratuit. Le gratuit, chez eux, n'existe pas comme ça. Si on offre des cadeaux, ça peut être avec un magazine, mais c'est sous cellophane, c'est offert dedans. Voilà, on ne peut pas le toucher, c'est pas à part. Parce que finalement, ça, c'est des choses qui sont à part et on peut les donner n'importe comment, même avec des gens qui n'achètent pas. Et ça arrive. Donc finalement, c'est des produits qui sont très quali, qui peuvent être vendus, qui sont revendus. Certaines grandes surfaces revendent certains de ces produits. Parce que ça ressemble des fois à des produits qui sont vendus. Les boîtes à bento sont pas très différentes de ce que peut trouver chez Komiku en premier prix, alors que là, c'est offert pour de mangas. La particularité de la prime, c'est qu'elle ne peut pas excéder un pourcentage de la vente. Donc elle ne peut pas excéder 7% du prix de vente, hors taxe. Donc on ne peut pas tout faire. Logiquement, on ne fera pas une console 3DS offerte pour 2 mangas. C'est un poil trop cher, mais ils avaient voulu, mais ils ne peuvent pas. Donc ça donne des fois une petite idée finalement du vrai coût de production de ces choses-là, puisqu'on se rend compte que pour Double Exorcist qui valent donc 7 € l'un, ça fait 14 €. À 7%, ça fait vraiment pas grand-chose. C'est vraiment que du plastique. Quand on voit certains prix de vente de ce type de produit, ça fait un peu mal. Un exemple d'autre de prime, c'est le t-shirt Kiwoom. Alors Kiwoom et Kurokawa sont des experts du t-shirt, et lui c'est un très bon exemple puisqu'il a été vendu 9,99 € dans un Auchan en France. Donc preuve en est que ça peut se vendre, même si l'éditeur n'est pas content du tout de voir son t-shirt vendu dans un Auchan. Donc ils ont enquêté pour savoir qui le vendait, qui n'avait pas le droit parce que c'était offert pour l'achat de 2 mangas. Alors on disait que Kurokawa est un expert, voilà, on a l'exemple type parce que ça c'est vraiment un truc qu'on trouve chez personne d'autre, des coques, des pochettes pour console portable et des tumblers pour mettre son café. Donc ça c'est assez sympa, ils en ont fait beaucoup, surtout des tumblers, il y a beaucoup de licences différentes. Et très, très célèbre, leur fameux mug, c'est dommage qu'ils ne les refassent pas, parce qu'ils étaient vraiment très bien, et un jeu de cartes Senseiya. Donc vous voyez, ça c'est des choses qui
typiquement se vendent tout à fait et qui sont offerts pour l'achat de mangas. Donc voilà, après il y a des éditeurs qui font des marque-pages. Donc c'est un choix. Hein. On a le mug ou le marque-page selon l'éditeur. C'est bien les marque-pages. C'est pas mal les marque-pages. Le marché du manga. Alors, le marché du manga, il est assez simple. Les parts de marché. Alors, je suis désolé, hein, tous les petits, je les ai mis là parce que ça fait vraiment trop peu. Et au final, ça devient un peu limite. Donc là-dessus, on va retrouver Akata, Komiku qui sont à peu près au même niveau. Taifu Ototo qui font un peu plus. Doki Doki qui, dans ce groupe-là, est quasiment celui qui a le plus de parts de marché. Nobi Nobi, mais qui fait qui fait depuis très peu de temps du manga. Casterman qui vend pas beaucoup. Et Black Box qui vend à part. Donc bon, voilà. Après, Soleil Manga. Panini Manga qui sont à peu près au même niveau, on est à quelques pouillèmes. J'ai choisi de mettre Delcourt et Tonkam ensemble, puisque Tonkam maintenant n'est qu'une collection de Delcourt. D'ailleurs, c'est plus vrai de mettre édition, puisqu'en fait c'est Tonkam tout court. Dans les chiffres officiels, les deux sont séparés, mais aujourd'hui, si vous ouvrez une nouveauté Tonkam, vous verrez qu'en fait c'est Delcourt Tonkam et que édition Tonkam n'apparaît plus. On ne voit plus que Tonkam tout court, jusqu'au jour où il n'y aura peut-être plus Tonkam tout court. On retrouve après Kazé Asuka. Donc Asuka représente une part non négligeable mais pas primordial sur le label. Maintenant c'est plus un éditeur, c'est juste une collection. On a Kurokawa qui est de souvenir pas loin d'être 2 fois plus gros. Kiwun, ils sont à peu près au même niveau. Je vois qu'il y a le directeur artistique de Kurokawa qui est pas très content. Voilà, c'est la discussion. Mais on va parler des chiffres, parce que la bataille des chiffres entre éditeurs, c'est assez drôle. Donc ils sont à peu près au même niveau. D'ailleurs, il ne serait pas impossible que Kurokawa passe devant Kiwun. À cela près, je vais le donner à Kurokawa, ça lui fera plaisir. Au nombre de titres édités à l'année, Kurokawa est le premier éditeur français. C'est-à-dire que c'est un éditeur qui sort très peu, mais qui vend beaucoup. Kiwun, par contre, sort beaucoup plus. Kana aussi sort beaucoup, a de très gros blockbusters et a de très grosses cagades. Donc eux, c'est vraiment le grand écart. Ils ont, d'ailleurs, c'est un des rares éditeurs dont on peut difficilement savoir quelle est leur couleur éditoriale, parce qu'ils font vraiment un peu de tout. On a Pika qui est donc maintenant le 2e éditeur français et qui se rapproche de plus en plus de Glénat, qui lui, avec des choix un peu hasardeux ces dernières années, commence un peu à souffrir et sauvé finalement par ces blockbusters que sont One Piece en premier lieu, mais Dragon Ball aussi qui est toujours dans le top, ce qui est quand même assez hallucinant pour un titre qui a subi moult éditions, qui en subira encore prochainement et qui est fini depuis un bon paquet d'années. Donc eux ils s'en sortent bien, et à côté de ça ils sortent des titres comme leur collection érotique qui ne vend pas du tout. Bon voilà, c'est un peu difficile à comprendre. Voilà. Un peu une mise en lumière sur les 3 gros titres français, donc dans l'ordre, One Piece en premier, Naruto Kill Talon. Alors One Piece, on est à peu près sur du 100 000 exemplaires par tome en moyenne sur l'année, sachant que plus les années passent, plus ça se rajoute. Le deuxième, c'est Naruto qui est un peu baissé, mais qui se trouve, alors selon les volumes, entre 90 et 100 000 exemplaires vendus. Sachant que, pour l'anecdote, le premier volume de Naruto, qui entre One Piece malheureusement a subi tellement de rééditions, a changé tellement de fois de numéros de référence, qu'en fait il est impossible, hors éditeur, de savoir combien il a vendu au final. Par contre, Naruto n'a jamais changé de ce qu'on appelle l'ISBN, en dehors d'une édition assez bizarre, assez crado en grand format, mais le premier tome est resté tel que, et s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Ce qui est quand même assez hallucinant, quand on voit que certains titres aujourd'hui finissent leur vie à 2500. Ça donne un peu un exemple. Et on a l'exemple de Fairy Tail. Donc voilà, Fairy Tail, c'est la 3e vente française, qui fait environ du 80 000 exemplaires par tome, et qui petit à petit grappille sur Naruto, et qui au Japon fonctionne, mais est très loin d'être la 3e vente du marché. Et ça, c'est une chose que les Japonais ne s'expliquent pas forcément, de savoir pourquoi, en France, Fairy Tail, ça cartonne comme ça, malgré qu'il y ait l'animé à la télévision. Alors, s'ils peuvent comprendre Naruto, One Piece au Japon, c'est encore le leader. Naruto a baissé, mais on comprend que en France, le marché soit pas forcément assez mature pour mettre l'attaque des Titans en 2e position, encore que ça pourrait venir. Voilà, Fairy Tail, c'est un peu la question. Et si je mets un peu ces titres en avant, au-delà du fait que c'est les meilleures ventes, c'est pour signifier l'importance de la vente de ces titres sur le reste du marché. Avec une discussion avec la directrice de Kana, elle signifiait que s'il n'y avait pas Naruto, il n'y aurait pas de Kana. Il n'y aurait juste pas tous les titres que vous pouvez avoir, tous les Taniguchi. Il ne peut pas y avoir des tentatives qui des fois se révèlent être de bonnes surprises, ou des fois de moins bonnes surprises. Je le disais tout à l'heure, Bonu Poon Poon, c'est quand même 5000 exemplaires sur l'année, tout homme confondu. Donc c'est quand même assez peu à comparer avec un Naruto. Et
le gros challenge de cet éditeur-là, puisqu'on sait que Naruto s'est terminé, c'est de remplacer Naruto. Alors on ne remplacera pas Naruto par un titre, puisque les titres à 100 000 exemplaires, honnêtement, c'est fini. Mais il va falloir trouver 4-5 titres qui peuvent faire ces 100 000 exemplaires et qui ont une parution assez régulière pour se permettre de sortir 2 titres un peu plus niche. Sinon, on sera obligé d'être sur des titres à fort potentiel commercial et ne plus avoir toute cette richesse qu'on peut avoir en France, puisqu'aujourd'hui on sait qu'on est entre 150 et 160 parutions mensuelles de nouveautés. La distribution. Alors la distribution on n'en parle pas souvent, mais en fait il y a 3 essentiels gros distributeurs qui se font un peu se tirent la bourre: Hachette, Interforum, MDS. Alors chez Hachette on trouve donc Glénat, Pika, qui est une filiale d'Hachette, Doki Doki, Panini, et on trouve Del Sol. Alors Del Sol, c'est pas vraiment un distributeur, mais c'est une structure qui a été créée par Delcourt avec Soleil pour distribuer donc tous leurs labels, c'est-à-dire Soleil, Tonkam et Delcourt, et qui a été rejoint par Kazé récemment. Donc eux, ça leur permet d'avoir des chiffres un peu plus précis et plus rapides. Donc en fait, c'est les représentants de Del Sol qui vont vendre les mangas aux libraires, qu'ils soient des petits libraires ou des grands libraires. Alors Interforum, donc c'est une filiale d'Editis. Kurokawa, c'est une filiale d'Univers Poche qui est une filiale d'Editis, donc logiquement ils sont distribués par ce grand distributeur. On trouve aussi Kiun, Komiku, Akata et Nobinobi. Alors normalement, pour des éditeurs comme Akata, arriver chez un grand distributeur comme Interforum, normalement c'est pas possible. Parce qu'Interforum demande d'emblée un nombre de ventes minimal qui est juste hallucinant. J'ai pas le droit de dire le chiffre, mais c'est assez flippant. En gros, c'est comme si on vous disait vous pouvez entrer dans cet appartement-là, mais uniquement si vous avez 3 millions à nous donner. C'est à peu près le même genre de choses. Il faut vendre X milliers d'exemplaires pour être dedans. Quand on a un petit éditeur comme Akata, arriver et dire moi oui je vais faire vos ventes, c'est compliqué. C'était aussi le cas de Komiku, qui a été un peu coopté par Kiun, et Akata, qui avait une connaissance des gens du milieu. Et même quand on voit leurs ventes, on est très très juste pour être dans les chiffres Interforum. Et c'est le cas d'Hachette aussi, qui a des grosses exigences. Alors MDS, c'est un gros aussi, mais qui a moins d'exigences, parce qu'ils n'ont pas grand monde en fait. MDS, donc c'est une filiale de Média Participation, qui est donc le groupe à qui appartient Kana, Dargo, etc. Et qui lui distribue que Kana et Ankama pour le manga, mais qui distribue évidemment d'autres éditeurs de BD. On trouve d'autres petits distributeurs. Alors eux, c'est vraiment c'est les distributeurs de quartier. Donc Makassar, Harmonia Mundi qui fait beaucoup plus de CD qu'autre chose, mais qui fait un peu de bouquins, et donc le UD qui est une filiale de Flammarion. Donc tout ça, ça distribue, donc Makassar distribue Ototo Taifu. Harmonia Mundi, on va trouver un peu les arts et essais, donc les arts noirs, IMHO, et chez Flammarion, logiquement Casterman, puisqu'elle appartient au même groupe. Voilà, donc ça c'est les petits distributeurs qui n'ont pas forcément la même façon de distribuer. Chez Hachette... Alors, Hachette, à la différence de tous les autres, c'est que c'est le plus gros, c'est le plus présent, c'est celui qui vous fera la meilleure distribution. Donc évidemment, alors là, va falloir sortir l'argent, est un groupe énorme, tant qu'à faire, un éditeur qui a du poids. Par contre, l'avantage, c'est que vous êtes absolument distribué partout. Voilà, c'est France et à l'extérieur de la France. C'est le distributeur qui vous mettra en avant quoi qu'il arrive. Donc vos titres seront toujours découverts d'une façon ou d'une autre. Après, qu'ils fonctionnent, c'est une autre histoire. Mais vous serez toujours visible dans les grandes surfaces, les petites librairies. Voilà, c'est l'intérêt du groupe Hachette. C'est d'ailleurs, ça me fait penser que Ahmed, le responsable de Kiun, signifiait que une des grandes forces du marché français, et c'est très spécifique à nous, puisque ça n'existe nulle part ailleurs, c'est notre réseau de distribution, parce qu'en fait, il n'y a pas de mise en avant plus forte pour un titre Pika que pour un titre Aska. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ce titre-là, comme on peut trouver en marchand de journaux, où on va avoir le magazine X qui va être mis sur important parce qu'ils ont payé, parce qu'ils sont là. Il n'y a pas de paiement dans la distribution de manga. C'est le libraire commande ses quantités et elles sont toutes mises au même niveau. Donc tous les bouquins sont au même niveau. Et si Kiun a pu exister, c'est grâce à ce niveau-là, c'est de pouvoir exister avec des titres comme ceux de Tetsuya Tsutsui, qui finalement était un auteur inconnu, pour être mis à côté de Dragon Ball sans aucun problème et être vendu n'importe où, dans une Fnac, dans un Carrefour, sans aucun problème. Ça, c'est vraiment une force du réseau de distribution français. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on va remarquer, c'est vraiment dans le réseau de vente, on va en parler tout à l'heure, c'est les disparités qu'on peut avoir entre librairie SP et grande surface, qu'elles soient culturelles ou généralistes. Alors, la distribution, donc là c'est des petites images rapides ça c'est Interforum, donc on voit la grandeur d'Interforum. Donc ça c'est tous les livres que distribue Interforum, donc c'est totalement automatisé.
c'est envoyé. C'est une structure qui est assez impressionnante. C'est un peu, on a l'impression d'avoir une espèce d'Amazon, sauf que là c'est encore plus automatisé. Et voilà, ça envoie directement au libraire les quantités prévues qui sont enregistrées dedans. Voilà. Donc là c'est Hachette, et on voit bien comment on fait Hachette, c'est-à-dire qu'ils mettent les livres dedans et ils vont cellophaner tout ça pour bien que ça bouge pas, pour que ce soit le moins possible abîmé, même si là on voit des palettes et des fois on a des coups de cutter. Alors c'est optimisé, hein, ça c'est d'accord, mais des fois où les bouquins arrivent, il y a des coups de cutter dedans, où vous commandez Berserk 19, vous recevez l'évangile de Saint Jean. Donc voilà, il y a quand même des erreurs, hein, mais ça marche la plupart du temps. Et voilà, donc là pour terminer, c'était une palette de Silver Spoon qui était prête à partir après réception chez Interforum. Le détaillant. Donc le détaillant, finalement, c'est le gars qui va vous vendre les bouquins. Alors ça peut être autant un gars comme lui qui vend ses bouquins dans sa gargote que le responsable de rayon livres de Carrefour. Et en fait, ils vont pas du tout avoir la même façon de gérer leurs bouquins. Le libraire spécialisé va faire ses choix, en gros, va souvent commander tout. Par contre, le gros point noir de la distribution, c'est vraiment maintenant les grandes surfaces et les grandes surfaces culturelles. Alors plus particulièrement les grandes surfaces, parce qu'avant, globalement, ils commandaient sur catalogue. La couverture leur plaisait, ils commandaient. Maintenant, ils commandent aux ventes. Donc en gros, quand ils ont un bon de commande, ils prennent s'il y a les 10 meilleures ventes françaises, GFK, qui se trouvent dedans, ils vont les mettre en vente. Donc aucune nouveauté pourra vraiment se placer. Si un éditeur a vraiment bien vendu son titre, ça ira. Sinon, c'est compliqué. Par contre, tout le reste va disparaître. C'est pour ça qu'on a vu disparaître toutes les éditions Tonkam des grandes surfaces. À une époque, on pouvait trouver du Hikaru no Go chez Auchan. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. On ne trouve plus aucune nouveauté Tonkam parce qu'ils n'ont plus la capacité à être dans ce top 10. Et donc, si on n'est pas dans le top 10 GFK, Carrefour, Auchan ne veulent pas de vos titres. On arrive à trouver du Kiun parce que Kiun vend bien et que quand on arrive et qu'on dit qu'on est l'éditeur qui sort depuis 3 ans la meilleure vente, la meilleure nouveauté, ça aide. Donc des fois on trouve des titres qu'on ne s'attendrait pas, on peut trouver du Dimension W qui n'a pas forcément été une super vente et on peut ne pas trouver du King's Game qui lui est la meilleure vente. C'est étrange, mais c'est juste l'éditeur qui fait vendre. Par contre, tous les éditeurs un peu tiers comme Tonkam, même du Soleil, ça devient compliqué d'avoir. Alors Soleil arrive à tirer sa bourre puisque là on le voit, ils ont vendu du Super Mario. Super Mario, même un type qui ne connaît pas le manga est capable de savoir ce que c'est et donc savoir que ça va quoi qu'il arrive se vendre, et notamment à un public qui est plus généraliste, puisque le public Carrefour, c'est en règle générale pas vous, c'est souvent des gens qui viennent avec maman et qui voient « Ah, Naruto, tu peux me mettre dans le caddie ?» Bon, voilà, on n'est pas exactement dans la même logique. Et finalement, on trouve un peu moins de quali, on va trouver tous les blockbusters. Dans un Auchan, vous trouvez facilement l'intégrale de Dragon Ball, l'intégrale de Saint Seiya, voilà, tous ces titres-là, l'intégrale de Fairy Tail, mais c'est plus difficile d'avoir les tomes précédents de Billy Bat. Puis leur mise en avant est souvent un peu intéressante, et c'est pareil pour les grandes surfaces culturelles comme la Fnac qui ont de moins en moins d'espace pour le manga puisque ça se vend de moins en moins et eux ont une logique purement financière, moins ça se vend, moins on laisse d'espace. Voilà, donc finalement pour résumer tout ça, c'est de dire que les gros titres du marché, et on en voit plusieurs là, aident finalement à la vente des titres un peu plus confidentiels. On en trouve aussi. La fille de la plage, c'est un très bon exemple, c'est des titres très confidentiels. Finalement, c'est toujours un difficile équilibre entre un titre va beaucoup se vendre, il va être archi commercial, mais s'il n'existe pas, tous ces titres un peu underground n'existeront pas forcément. On a des titres qui n'auraient pas forcément été sortis, comme Genshiken. Asset Eden, c'est pas forcément un bon exemple, puisque lui a été sorti par Tonkam au moment où un peu tout se vendait, un peu tout et n'importe comment. Aujourd'hui, il ne se vendrait pas forcément. Mais là, on a le Roi des Ronces, qui aujourd'hui se vendrait peut-être un peu mieux et pourrait ressortir parce qu'il y a des ventes qui le soutiennent. Voilà, c'est toujours, là c'est pareil, Your Lie in April qui va sortir chez Kiun, c'est pas forcément un succès annoncé. Donc le fait d'avoir un King's Game à côté qui cartonne et qui en plus a des suites à non plus finir, ça permet de dire je vais essayer ça, puis je vais sortir aussi un Manchu, même si j'y crois pas plus que ça en termes de vente, ça me fait plaisir, je le fais et il y aura au moins un petit public pour ça. C'est toujours ça où là-haut on a un peu caché Attache-moi, qui pareil est un titre un peu casse-gueule pour Pika, d'ailleurs qu'il n'assume pas particulièrement, donc du coup pas... Ouais, un titre honteux, moins 18, alors qu'il n'y a aucune raison de mettre moins 18 dessus. Voilà, c'est un titre un peu compliqué. Aucun élément de communication, donc c'est vrai que il y a même sans doute des gens qui savent même pas que c'est sorti, parce que c'est un peu caché, puis les couvertures sont un peu suggestives, donc sont pas faciles à vendre, malgré la qualité du titre. Après, il y a des titres qui sont beaucoup plus commerciaux. Là-haut, on a Food Wars qui est un carton, Nisekoi qui est un carton chez Kazé, Mix qui est un four intégral chez Tonkam. Donc là, on est typiquement dans l'exemple de moins de 1000.
Ça fait mal. D'ailleurs, c'est un bon exemple pour dire que Tonkam peut faire des tarifs différenciés. Normalement, ce format-là, c'est le format de Video Girl Live, ça vaut 6,99. Bah, chez Tonkam, maintenant, ça vaut 7,99 parce que ça ne vend pas. Donc, il faut à peu près faire la balance, sinon le contrôleur de gestion, puisque maintenant ils sont dans le groupe Delcourt, leur dit, bah mon gars, on sortira plus d'Adachi si on n'a pas un minimum de rentabilité, ce qui est au moins être à l'équilibre. Voilà. Pour en terminer, voilà, je vous invite, si vous avez l'occasion, d'aller écouter notre numéro 19, qui a été consacré à un dossier de ce genre-là. Donc il y a quelques anecdotes, il n'y a pas beaucoup plus d'informations, mais il y a des anecdotes de l'éditeur de Kurokawa et de l'agent français de Viz Media Europe, donc qui s'occupe des licences Shueisha, qui donnera un peu plus d'informations. Voilà. Et les remerciements à tous ceux qui nous ont donné gentiment des visuels, parce que sans visuels, c'est un peu compliqué de faire. Voilà. Merci.